Bonjour et bienvenue pour ce 7e épisode d'une histoire de l'informatique moderne. Et je voulais remercier ceux qui mettaient des commentaires, que ce soit sur mon blog ou sur la chaîne YouTube. Et je voulais vous remercier de votre fidélité et de vos réactions. Voilà, 7e épisode. Cette fois, on va parler d'un jalon important dans l'histoire de l'informatique et évidemment dans l'histoire de la micro-informatique. C'est le lancement du PC d'IBM en 1981. Alors, vous vous souvenez de ce slide, je vous l'avais montré déjà dans l'épisode précédent. Et donc, clairement, dans ce déroulé, on en est là. Le lancement de l'IBM PC en 1981. Alors, entre-temps, avant qu'apparaisse ce qu'allait devenir un standard incontestable, des standards, il y en avait déjà dans la vague micro-informatique qui à ce moment-là commence à prendre une certaine ampleur, y compris sur le plan économique. Des acteurs comme Apple par exemple vendent beaucoup, on sent que en fait il y a un marché et que ce marché ne demande qu'à être alimenté par des produits de qualité. Et à ce moment-là, par exemple, l'Apple II a déjà 3000 applications logicielles disponibles. Et CP/M, qui est l'autre standard, lui peut en afficher 5000. Ce qui est quand même pas mal, ce qui commence à être assez consistant. Ça, c'est la marque, c'est un marqueur d'un marché qui est en pleine expansion. Et à ce moment-là, le leader de ce marché, c'est Apple. Et Apple va faire sa première grosse erreur avec le lancement de l'Apple III, qui est clairement un échec massif, complet, pour les raisons qu'on va voir. Mais le design de l'Apple III répondait à un certain nombre de critères assez évidents et plutôt intelligents, c'est-à-dire que là, c'était une machine qui était directement destinée aux entreprises, au marché business plutôt qu'au marché personnel. Par exemple, il y avait un vrai clavier, comme on peut le voir. L'écran dit haute définition pour l'époque, était capable d'afficher 80 colonnes et non pas seulement 40 comme sur l'Apple II. Donc par exemple pour un tableur, incontestablement c'était mieux. Il présentait plus de puissance grâce à un meilleur processeur, mais c'était toujours du 8 bits, plus de mémoire aussi, etc., etc. Donc c'était le premier ordinateur d'Apple qui était vraiment destiné au marché de l'entreprise, des PME, des artisans, etc. Hélas, c'est une machine qui a été conçue trop vite, pas assez testée et dont la mise au point a souffert d'un défaut majeur. C'est que comme il n'y avait pas de ventilateur, et là c'était une exigence de Steve Jobs qui avait remarqué que le principal facteur de fatigue des gens qui utilisaient beaucoup ce genre de machine, c'était le ronronnement continu du ventilateur. Donc il avait dit, cette fois on met pas de ventilateur, on va mettre une grosse plaque en aluminium pour dissiper la chaleur et ça ira bien. Le problème c'est que ça allait pas. Parce que la chaleur mal évacuée crée une déformation dans la carte principale, la carte mère, par dilatation thermique évidemment. Et donc, à chaque fois, quand on éteignait la machine, elle reprenait forme, mais ce mouvement de va-et-vient a fini par, dessertir les composants. Donc, évidemment, c'était la panne assurée au bout de quelques dizaines d'heures d'utilisation, et les machines reviennent en masse au service après-vente. C'est la panique. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont autant rushé pour faire cette machine et qu'ils ont fait l'impasse sur les tests? Évidemment, pour une mauvaise affaire de timing, en décembre 1980, c'est l'introduction en bourse d'Apple. Donc Apple voulait absolument que cette machine sorte juste avant son introduction en bourse, de façon à pouvoir dire, regardez, ça y est, on s'attaque au marché business, on a un potentiel formidable et on va tout casser. Le problème, c'est que c'est surtout la machine qui s'est cassée. Et donc, comme publicité pour l'introduction en bourse, qui quand même a été réussie, c'était un peu raté. Donc l'Apple III reste un échec cuisant pour la société
dû à des mauvaises décisions et un mauvais management. Alors parlons d'IBM maintenant. Le type qu'on voit en photo là, c'est William C. Love, qu'on appelait Bill, comme d'habitude. Et ce type-là, il a été instrumental dans la création et dans le management du lancement de l'IBM PC. Mais en fait, au sein d'IBM, ça fait longtemps que Bill s'intéresse aux machines personnelles, en fait. Parce que on imagine que le PC a été le premier micro d'IBM, mais pas du tout. Dès septembre 75, il y a eu l'IBM 5100, c'était déjà une machine 16 bits, et qui coûtait entre 8 000 et 19 000 $ et qui pesait 25 kilos. Donc comme machine transportable, on fait mieux. Et c'est déjà une machine qui avait été conçue sous la direction de Bill Lowe. Donc il connaissait déjà un peu le problème. Mais il n'y a pas eu qu'une seule machine précédant le PC. En vérité, il y en a eu 4. La seconde, c'est le 5110 en septembre 78. Encore un 16 bits, encore transportable, encore trop lourd, encore trop cher. Et puis en février 1980, on a le 5120. Alors là, on voit 2 lecteurs de disquettes et c'est un desktop, c'est pas une machine transportable. Bon, c'est un petit écran, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Le problème, c'est que ça coûte encore trop cher et il n'y a pas beaucoup de logiciels, à part un interpréteur basique et un compilateur APL. Il n'y a pas grand-chose. Et enfin, en juillet 80, c'est-à-dire pas longtemps avant la sortie du PC, en fait, le système 23 Datamaster, encore une machine trop chère à 9 000 $ et sans logiciel. Alors, ce système 23 est intéressant parce que justement, il a été long à mettre sur le marché alors qu'il était prêt, tout simplement parce que IBM a voulu réutiliser le basique qui était présent sur les systèmes 34, les mini-ordinateurs système 34. Et l'équipe logicielle a mis du temps, trop de temps pour adapter ce basique depuis le système 34 jusqu'au système 23, donc le Datamaster. Et c'est ça qui a convaincu Bill Lowe de faire autrement. C'est-à-dire qu'il fallait, pour réussir son projet de rentrer sur le marché de la micro-informatique, parce qu'IBM, qui était à l'affût de tout ce qui se passait, les services marketing, avait bien compris qu'il y avait une vague en cours de la micro-informatique et qu'Apple était en train d'en ramasser les fruits. Donc évidemment, eux voulaient aussi rentrer dans la danse et en bénéficier. Mais Bill Lowe, devant les dirigeants d'IBM, a dit si on fait comme ça, on n'arrivera à rien parce qu'il nous faudra au minimum 3 ans avant d'être capable de faire une machine. Et quand elle arrivera sur le marché, elle sera déjà dépassée. Non, il faut arriver à faire quelque chose en une seule année. En une seule année complète. Il faut que la machine soit disponible, point. Et il donne comme exemple que selon les procédures internes d'IBM, simplement le boîtier vide, le boîtier nu, si on respecte les procédures d'IBM actuelles, à ce moment-là, eh bien, il lui faudrait au minimum 1 an pour passer par l'approbation de la bureaucratie actuelle d'IBM. Et c'est pour ça que les dirigeants, John Opel, puis ensuite Frank Cary, lui ont dit bon bah d'accord, tu crées un petit groupe à part et ta carte blanche, tu fais comme tu veux, mais dans 1 an, il faut qu'il y ait une machine. Alors c'est pour ça qu'il a été prendre les composants sur étagère et qu'il a été prendre le logiciel auprès des spécialistes de la micro-informatique qui existaient à ce moment-là. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été reprises de ce système 23 Datamaster. Donc il y a eu le système de bus d'expansion
avec les cartes format ISA. Le clavier également a été réutilisé quasiment tel quel. Alors, ce projet IBM, qui était un projet archi secret, s'appelait le projet Chess. Et évidemment, il y avait deux parties. Une partie hardware, là on voit un PC de l'époque ouvert, avec la carte d'interface avec le lecteur de disquette ou les lecteurs de disquette, et puis les différentes cartes d'expansion qui sont dans les slots, plus l'alimentation en haut à gauche. Mais la partie hardware, en fait, c'était la partie la plus facile. Il suffisait d'aller voir les sous-traitants. Je crois que c'était Western Digital pour les lecteurs de disquettes. Et puis de leur acheter les composants. Puis voilà, c'était pas compliqué. Le logiciel était évidemment plus compliqué parce que IBM avait décidé de ne pas passer par ses programmeurs internes et d'acheter ce qui était disponible sur le marché. Or, à ce moment-là, le leader des systèmes d'exploitation, c'est CPM de Gary Kildall, dont on a déjà parlé. Et à ce moment-là, heureusement, Gary Kildall travaillait à une version de CPM qui soit adaptée au dernier processeur 16 bits d'Intel, à savoir le 8086. D'ailleurs, à ce moment-là, il faut savoir également qu'on a beaucoup critiqué IBM pour avoir choisi dans son PC le 8088 au lieu du 8086. Et comme son nom l'indique pas, le 8088 est un peu moins performant que le 8086 pour des raisons de bus d'adressage. En fait, le 8086 était un vrai 16 bits, mais il était tout récent. Et il n'y avait pas encore l'ensemble des composants pour l'accompagner qui étaient disponibles. Intel ne pouvait pas garantir qu'il était capable de produire en volume non seulement le 8086, mais également les composants annexes indispensables. Alors que c'était déjà le cas pour le 8088, qui en plus était moins cher parce qu'il était déjà disponible en volume. Il utilisait un bus d'adressage 8 bits, donc c'était un poil moins performant, mais c'était moins cher et surtout c'était disponible en volume et garanti d'être disponible en volume, qui était évidemment très important pour IBM. Alors, il faut savoir que pendant ce projet Chess, tout a été envisagé, y compris de racheter un acteur déjà établi pour aller plus vite et puis badger IBM sa production actuelle. Par exemple, il y a eu des discussions avec Atari, mais qui ont été écartées assez vite. Et quand les top managers ont donné le feu vert à Bill Lowe, ils ont demandé celui-ci de pouvoir leur montrer un prototype opérationnel d'ici 30 jours, c'est-à-dire vraiment super rapide. Et effectivement, en 30 jours, il a été capable d'assembler avec des pièces disponibles sur le marché un premier proto, qui marchait pas terrible, mais qui montrait qu'il était possible de faire quelque chose très rapidement, simplement en s'appuyant sur les pièces du marché. Alors, évidemment, la partie logicielle était beaucoup plus délicate. Et dans un premier temps, IBM s'est adressé à Gary Kildall, qui pendant ce temps-là travaillait sur une version de CPM 86, adaptée au processeur 86. Le problème, c'est que cette version était retardée continuellement et tous les petits acteurs de la micro qui savaient que l'avenir c'était le 16 bits attendaient impatiemment cette version CPM 86 et elle n'arrivait pas. Et c'est pour ça que Tim Patterson à Seattle Computer Product a fini par faire sa propre version qui dans un premier temps s'appelait QDOS pour Quick and Dirty et puis dans un deuxième temps s'appelait DOS 86. Parce que justement le CPM 86 n'arrivait pas. Alors l'histoire officielle veut que IBM a été voir Gary Kildall de Digital Research et a été rejeté
soit parce que l'équipe voulait pas signer le document légal d'IBM, le Non-Disclosure Agreement, le NDA, soit parce que Kildall à ce moment-là était pas là, il était parti s'amuser à voler en avion. En fait, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Ensuite, il faut savoir que l'épouse de Gary Kildall avait une formation en droit. Donc, quand elle a vu le document, le NDA d'IBM qui disait, en gros, IBM a tous les droits et vous en avez aucun. Vous pouvez travailler pour nous, mais le projet peut être annulé à tout moment et vous n'aurez jamais le droit d'en parler. Et tout ce que vous nous avez communiqué, nous, on se réserve le droit de pouvoir l'utiliser par la suite pour ce projet-là ou pour un autre et sans que vous ayez de recours. Donc évidemment, quand elle a vu ça, elle a dit moi je signe pas un truc pareil. Alors que Gates, qui a récupéré le ballon, comme on sait, lui, même si lui-même avait une petite formation de droit, il faut savoir que son père et son grand-père étaient avocats. Donc le droit dans la famille, c'était connu. Et quand il était à Harvard, il étudiait le droit aussi. Lui, il a eu aucun remords à signer la NDA parce que en fait, il se fichait de la NDA. Ce qui lui comptait pour lui, c'était les 3 lettres IBM. Il disait, travailler pour IBM, c'est sûr que c'est la chance de ma vie et je vais pas la laisser passer. Sur ce, il a été incontestablement visionnaire. Ça, on peut pas lui reprocher. Et c'est pour ça que Microsoft a été chercher un système d'exploitation qui pourrait faire fonctionner le 80-86 et compatible. Et c'est pour ça que ils ont racheté le QDOS puis DOS 86 de Seattle Computer Product écrit par Patterson. Alors là aussi, l'histoire officielle est très réductrice. On voit Bill Allen qui va négocier devant Tim Patterson et qui lui dit on peut pas vous dire pourquoi on veut ça, mais on le veut et puis on vous paye $50,000 flat comme ça sur la table et puis tout le monde est content. En fait, c'est pas réellement comme ça que ça s'est passé parce que d'abord, il y avait des échanges fréquents et nombreux entre Microsoft et Seattle Computer Product qui étaient en plus dans la même ville. Et Microsoft savait déjà que Seattle Computer Product travaillait sur une version d'un système d'exploitation 16 bits. Et dans un premier temps, quand Paul Allen est venu l'acheter, il n'a pas acheté les droits, il a simplement acheté le droit de l'utiliser une fois pour éventuellement le montrer à un client, sans dire de quel client il s'agissait, et donc en payant un prix minimum. C'est seulement ensuite que Paul Allen est retourné voir Seattle Computer Product et a négocié l'achat des droits sans limite. Et d'ailleurs, c'est pas à Tim Patterson, c'est au patron, au PDG de Seattle Computer Product avec lequel ils ont négocié. Et celui-ci, après, quand il s'est aperçu qu'il s'est fait avoir, a intenté un procès qui n'a pas abouti parce que finalement, Microsoft a versé $1 million pour que l'affaire s'éteigne, qu'il n'y ait pas de procès. Et tout le monde était content, chacun de son côté. Bon, tout ça pour dire que l'histoire de l'acte manqué de Gary Kildall et d'IBM est un peu romancée parce qu'en vérité, finalement, quand CP/M 86 a été disponible, eh bien, il était inclus dans le package initial, dans l'offre initiale d'IBM. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait le choix en matière de système d'exploitation. Quand on achetait un IBM PC, on pouvait également acheter PC-DOS, qui était en fait MS-DOS, mais renommé par IBM. On pouvait acheter Pascal UCSD ou on pouvait acheter CP/M 86. Le problème, c'était le prix. C'est-à-dire que PC-DOS était disponible à $40, alors que CP/M 86, lui, coûtait $240. Donc, les gens achetaient le système le moins cher. Et il y a une étude qui a montré que 96% des gens choisissaient PC-DOS et seulement 3,4% choisissaient CP/M 86. Donc c'est vraiment pour ça, en fait, que Gary Kildall a laissé passer cette opportunité
non pas à cause d'un dilettantisme ou d'une méfiance sur le plan légal, ou parce que son système n'était pas prêt. Il a fini par être prêt. Mais tout simplement parce que au niveau du pricing, il avait tout faux. Il s'imaginait que, étant le leader du marché et ayant déjà des applications disponibles, il pouvait mettre le prix qu'il voulait, mais c'était pas vrai. Donc finalement, l'IBM PC a été lancé le 12 août 1981, après donc 12 mois de développement. Au début, le prix était de 1565$ avec seulement 16 K de RAM et pas de disque, de lecteur de disquette. Donc évidemment, si on voulait plus, fallait rajouter des dollars, plus de mémoire, une carte graphique pour avoir la couleur, etc., etc. Ça montait vite. Mais la réception a été par le marché le marché a été submergé par la réponse positive des clients potentiels et les analystes tout de suite ont estimé que le marché potentiel était de plusieurs milliards de dollars dans les années qui allaient suivre. Et tout de suite, quand l'IBM PC est devenu disponible, ça a été le sujet de conversation de l'ensemble de l'industrie. Les revendeurs, à l'époque, il y en avait 2 sous contrat, Computerland et Sears, étaient submergés par les commandes. Et donc, les gens devaient faire un prépaiement pour pouvoir être inscrits sur la liste d'attente. C'est amusant parce que ça ressemble terriblement à ce qui s'est passé pour le 360, mais multiplié par 1000, parce qu'évidemment, c'est pas du tout les mêmes niveaux de prix et le même niveau de machine. Donc les premières ventes ont dépassé les estimations d'IBM de 800%, en vendant plus de 40 000 machines par mois. Et les machines passaient entre 50 à 70% par les revendeurs, Computerland surtout et Sears aussi. En 83, donc 2 ans après, IBM avait vendu plus de 750 000 IBM PC, alors que dans le même temps, DEC, qui est devenu le principal concurrent d'IBM, et même une vraie menace sur ses marchés habituels, lui n'en avait vendu que 69 000. Bon, évidemment, c'est pas le même niveau de machine, mais enfin, ça donne quand même une idée. Et 2 ans après l'entrée sur le marché, le magazine Byte a conclu qu'en fait, le PC avait triomphé non pas à cause de ses caractéristiques, un écran de 80 colonnes, une architecture ouverte, un clavier de haute qualité, etc., mais surtout parce que les autres avaient failli à adresser les premiers ce type de caractéristiques. Bon, Apple avait essayé avec l'Apple III, on vient de le voir, et avait échoué pour des raisons annexes, mais en quelque sorte, une fois de plus, IBM a été le premier à faire bien et à faire complètement. Après le lancement du PC et son succès immédiat, tout le monde comprend que le marché est en train de s'articuler autour de ce nouveau standard. Et Apple les premiers. Et ils ont publié dans le New York Times cette fameuse lettre Bienvenue à IBM, sérieusement, où ils expliquent que c'est bien, ça va aider à construire le marché et qu'on est, nous, un acteur majeur de ce marché. Bon, il y avait un peu de bravade là-dedans, mais il était clair que pour Apple, le temps du marché facile était terminé et que là, ils avaient un très sérieux concurrent, un immense concurrent, IBM, rien de moins. Dans l'année qui a suivi le lancement de l'IBM PC, le marché a évolué très vite et l'offre en micro-ordinateur équipé de processeurs 16 bits n'est pas restée vide bien longtemps. Au contraire, on a tout de suite eu
le Vector 9000, l'HP 150, le Zenith Z100 et même le DEC Rainbow 100. Alors DEC, c'est un peu amusant parce que Ken Olsen avait dit fameusement à une présentation d'un de ses ingénieurs sur le projet de faire un micro-ordinateur, parce que tous les constructeurs ont joué avec l'idée, mais il n'y a que IBM qui s'est engagé sérieusement. Lui, il n'était pas chaud et il a dit je vois pas pourquoi quelqu'un aurait une raison valable d'avoir un micro-ordinateur chez lui. Et puis finalement, après le lancement d'IBM, DEC a assemblé rapidement ce Rainbow 100 qui avait 2 processeurs, un Z80 pour pouvoir faire tourner CP/M et puis un 8086 pour faire tourner MS-DOS. Le plus amusant de ces 4 machines, c'est incontestablement l'HP 150 qui présentait une innovation puisqu'il y avait un touchscreen. L'écran était sensible et on pouvait se déplacer le curseur directement avec le doigt. Mais en fait, Cringely, par exemple, s'est aperçu que quand il visitait les locaux de Hewlett-Packard, il n'y avait aucun des employés ou ingénieurs de Hewlett-Packard qui utilisait le touchscreen, qui était un élément, suffisant pour vous mettre la puce à l'oreille, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette innovation. C'est le principe du marketing, hein. On vous dit you have to eat your own dog food, c'est-à-dire que vous avez à utiliser vos produits vous-même. Et c'est une règle qui n'a jamais été contredite, puisque récemment, par exemple, quand Meta, ex-Facebook, s'est lancé dans sa grande offre Metaverse, eh bien, les tout derniers développements n'étaient pas utilisés en interne par Meta. Là encore, ça montrait que pour le moment, c'était pas encore au point, que ça présentait pas assez d'avantages et que en gros, ça servait à rien. Donc, à 40 ans de différence, Meta a fait la même erreur que Hewlett-Packard avec le HP 150. Donc, toutes ces machines avaient un point commun, c'est qu'elles faisaient tourner MS-DOS dessus, elles étaient compatibles MS-DOS, mais être compatible MS-DOS, ça suffisait pas, il fallait être compatible avec le PC d'IBM. Or, la compatibilité du PC d'IBM, en apparence, elle était facile, puisque c'était une architecture ouverte, mais le BIOS, enregistré en ROM, lui, il était publié, mais il était protégé par un copyright, ce qui fait qu'on n'avait pas le droit de s'en inspirer directement pour faire une machine qui serait rigoureusement compatible avec le PC d'IBM. On reviendra sur ce petit détail. Et puis en 1983, c'est Mitch Kapor qu'on voit en photo là, qui finit d'enfoncer le clou avec un vrai concurrent de VisiCalc, à savoir le Lotus 123. Alors Mitch Kapor, lui, il a travaillé chez VisiCorp. Il a déjà développé des produits complémentaires de VisiCalc, produits graphiques, VisiPlot puis VisiTrend. Et ensuite, il a engagé, quand il a quitté VisiCorp, il a engagé un programmeur de talent, Jonathan Sachs, et il avait l'idée de l'ergonomie et du fonctionnement de Lotus 123, qui s'appelait comme ça parce que ça combinait à la fois une feuille de calcul, mais également la possibilité d'afficher des graphiques, et puis l'aspect database qui était en fait un peu une escroquerie parce que c'était juste des fonctions de tri. Mais bon, l'interface utilisateur de 1.2.3 était bien pensée, bien mieux que VisiCalc. Et par exemple, Mitch Kapor s'était appuyé sur des revues de groupes, le feedback de groupes de testeurs, d'utilisateurs de base. Et en faisant ça, il s'était aperçu qu'il fallait que tout soit expliqué dans un langage qui n'était pas un langage technique, qui était un langage accessible pour les gens. Par exemple, il s'est rendu compte qu'il y avait des groupes d'utilisateurs qui étaient mal à l'aise avec les disquettes et certains même qui découpaient l'enveloppe de la disquette pour mettre le disque souple dans le lecteur. Et évidemment, tout ça, ça coinçait le lecteur immédiatement. Il fallait pas retirer l'enveloppe. Et donc, il a mis une étiquette explicative sur la disquette expliquant que
il fallait pas, retirer cette enveloppe protectrice. Donc, il a également été assez malin pour faire en sorte que 1, 2, 3 soit capable de tirer parti des premières cartes graphiques commercialisées afin d'afficher des beaux graphes, secteurs, etc. Et surtout, en fait, son produit 1, 2, 3 est devenu un espèce d'étalon de compatibilité entre l'IBM PC et les autres. Il fallait que 1, 2, 3 tourne sans problème et sans être une version adaptée pour le Zénith ou autre. Et Byte en 82, donc 1, 2, 3 a été lancé en 83. Mais Byte en 82 a dit que c'était un produit révolutionnaire. Bon, j'aime pas ce terme révolutionnaire, il est trop souvent utilisé de façon abusive. Mais là, Byte voulait dire que 1, 2, 3 était enfin un logiciel qui pouvait être utilisé par n'importe qui. Vous pouviez acheter un IBM PC 1, 2, 3 et arriver à en tirer profit dès le premier jour. Et c'était en cela que c'était révolutionnaire. 1, 2, 3 a eu en quelque sorte le même effet que VisiCalc a eu sur l'Apple II, mais là cette fois c'est sur l'IBM PC, et a permis encore, s'il en était besoin, une accélération des ventes, mais surtout ça a enfoncé le clou. C'est-à-dire à partir de là, on savait que le standard, c'était l'IBM PC et une stricte conformité à l'IBM PC. Il fallait être pas seulement compatible MS-DOS, mais il fallait être compatible IBM PC. Et c'était 1, 2, 3, par exemple, qui permettait de passer le test. Si vous faisiez fonctionner 1, 2, 3 et pas une version spéciale, eh bien ça voulait dire que votre PC était 100% compatible IBM. Et évidemment, dans un premier temps, il y en avait très très peu qui franchissaient cette barre. Voilà pour cet épisode 7. Dans le suivant, on va parler de la vague des compatibles qui a été en quelque sorte la suite logique du lancement de l'IBM PC. Ça a été un tel succès et ça a tellement rebattu les cartes que tout le monde a compris qu'il fallait s'inscrire dans ce creuset. Et ça a été l'occasion pour Compaq de marquer le coup. On racontera ça dans le prochain épisode. Merci de votre fidélité et à très bientôt.